Bonjour à tous, nous revoici ensemble pour une vidéo du cabinet Lando Associés avec aujourd'hui une question, une collectivité publique, une personne publique. Est-ce un candidat comme les autres en marché public? Est-ce un soumissionnaire ordinaire? Eh bien la réponse est un peu oui, un peu non. Et un arrêt du Conseil d'État est venu confirmer, affiner cette jurisprudence tout à fait passionnante et qui est maintenant, en réalité depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, à peu près stable en réalité. Ça fait plus de 75 ans que le Conseil d'État nous le dit. Il peut y avoir des prestations entre personnes publiques. C'était l'arrêt Bourrajas, Unipain et toute une série d'autres décisions que voici. Alors on va me dire, oui, mais bon, il y a le principe de liberté du commerce et de l'industrie. Il ne suffit pas à l'interdire. D'ailleurs, ce principe n'interdit pas que l'on ait des activités industrielles et commerciales si c'est le complément normal et nécessaire de sa propre activité. Ce sont les arrêts de l'ensemble, département du Var et compagnie de la Veille, etc. Et bien, donc, de la même manière que je peux faire des activités accessoires industrielles et commerciales, même sans carence d'initiative privée, s'il y a un intérêt public local à cela et que c'est le complément normal et nécessaire de mon activité, eh bien, de la même manière, une personne publique peut, si c'est un complément normal, nécessaire, s'il y a un intérêt public local en ce sens, et si les règles de mise en concurrence ne sont pas faussées, soumissionner à des marchés publics et au besoin en être l'attributaire. Très souvent d'ailleurs, c'est moins sur cette question de liberté du commerce et de l'industrie que butent les collectivités soumissionnaires, mais c'est très souvent que les collectivités publiques, quand elles sont des établissements publics, communautés de communes, d'agglomération, syndicats mixtes, régies personnalisées, très souvent on constate qu'on a oublié de prévoir dans leur statut cette faculté, et là il y a eu quelques cas d'annulation, ou en tout cas on a toute une série de prise en compte de cette possibilité d'agir, mais faut-il qu'il y ait un intérêt public local, ce qui est assez connexe avec la question de complément normal nécessaire de l'activité principale, et faut-il qu'il y ait donc une présence dans les statuts de l'établissement public si celui-ci est un établissement public. Voici toute une série de jurisprudences qui convergent, chacune à leur manière, dans ce sens, avec une convergence aujourd'hui de tout ceci, une cristallisation de ces différents points dans la jurisprudence SNC-Armor de 2014 que voici. Donc on a une grille de lecture stricte de ces conditions pour qu'une telle soumission ne viole pas les sacro-saints principes de concurrence. Oui, il faut que ce soit le complément de mon activité qui est, dans le cas des collectivités locales, un intérêt public local. Il faut que je n'altère pas la concurrence et que ce soit précisé dans mes statuts si je suis un établissement public. Et c'est sur les questions de complément de l'activité principale, d'intérêt public local, que cette nouvelle arrêt est venu préciser des jurisprudences. Mais j'attire votre attention sur le fait que ces jurisprudences sont déjà d'un long historique. Voici quelques séries de jurisprudences dans ce domaine, complétées d'ailleurs par d'autres jurisprudences qui, elles, continuent à prouver qu'on peut jouer en dehors de sa cour géographique, qu'une collectivité territoriale peut agir en dehors de son périmètre dans certains cas. Donc quand vous combinez les deux, vous aboutissez à une justification totale de ces jurisprudences du Conseil d'État, que ce soit SNC-Armor ou cette nouvelle jurisprudence département de la Vendée. Attention! Encore faut-il aussi que la concurrence ne soit pas faussée, que ce soit un jeu à armes égales avec les soumissionnaires privés. Et à cette occasion-là, on applique tout simplement l'avis contentieux Jean-Louis Bernard consultant que voici, qui nous confirme qu'aucun texte ni principe n'interdit en raison de sa nature à une personne publique de se porter candidate à l'attribution d'un marché ou d'une DSP. Très bien, mais en l'espèce, le Conseil d'État a imposé en clair une sorte de comptabilité analytique pour prouver que ce n'était pas l'argent du contribuable, en l'occurrence c'était l'IGN, qui soumissionnait, qu'on n'allait pas utiliser l'argent du contribuable pour obtenir un bon prix à un tel ou tel marché public, mais bien faire une vérité des prix pour éviter des prix prédateurs, un abus de position dominante ou toute autre pratique anticoncurrentielle. Donc ces règles à respecter sont s'assujettir aux mêmes obligations fiscales que les entreprises privées. Attention, en revanche, on n'a pas exigé qu'il y ait un assujettissement à un régime social, notamment URSSAF, du privé. 2. S'interdire d'utiliser les avantages structurels dont on dispose en raison de ses visions de service public pour fausser la concurrence. Ce n'est donc pas uniquement récupérer l'argent du contribuable ou d'autres usagers d'un SPIC par exemple pour faire un bon prix quand on a une collectivité publique ou
ou un établissement public, c'est aussi les autres avantages que l'on pourrait avoir. Pression, moyen de pression, un avantage concurrentiel qui ferait une abus de position dominante ou autre. Il faut bien évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Jean-Louis Bernard Consultant, déterminer son offre de prix en prenant l'ensemble des coûts directs et indirects qui font la prestation du contrat. Et ça s'applique aux services publics administratifs. Il y a eu des extensions dans le cas des services publics industriels et commerciaux, avec quelques débats sur le point de savoir si à cette occasion-là, il faut faire un budget à part ou, beaucoup plus probablement, une simple comptabilité analytique. Rappelons quand même à cette occasion, c'est un autre sujet, mais rappelons-le parce que c'est vraiment connexe, qu'on a aussi la possibilité de faire un grand nombre de coopérations entre personnes publiques sans mise en concurrence. On voit parfois des gens, des collectivités publiques, lancer des mises en concurrence. Ce n'est pas illégal. Ils auraient pu envisager d'autres solutions et, dans ce cas-là, éviter les affres de cette mise en concurrence. Quels sont les cas, les 4 cas où on peut être exonéré de règles de concurrence et de publicité? Eh bien, c'est ce qui est ici. Ce sont les cas où on est en droit exclusif. C'est les cas où il y a également des prestations in-house. C'est des cas où on est en dehors des règles de concurrence et de publicité par le domaine d'application. Et c'est enfin les cas où on a pu appliquer la jurisprudence Déchets de Hambourg que voici. Revenons néanmoins à notre sujet. Ok, une collectivité publique peut être soumissionnaire au marché public d'une autre. Faut-il qu'il y ait non-altération de la concurrence, ce qui veut dire aussi toute une série d'exigences en matière de comptabilité analytique pour la formation du prix, qu'il y ait un intérêt public local et dans certains cas une mention dans les statuts. Très bien. L'intérêt public local, c'est flou. Je vous ai cité plein de jurisprudences précédemment, mais enfin ça reste flou. Alors abordons cet exemple nouveau de l'arrêt département de la Vendée parce qu'il est intéressant. Le département de la Vendée engage une procédure d'appel d'offres. Bien, il s'agit d'un travaux de dragage. La commission d'appel d'offres attribue ce marché au département de la Charente-Maritime, ce qui n'a pas été tout à fait coûté par un soumissionnaire privé évincé. Le Conseil d'État impose que l'intérêt public local en question soit justifié au point de constituer le prolongement d'une mission de service public dont cette collectivité avait la charge. Le Conseil d'État rappelle à cette occasion-là ce qu'il a dit déjà depuis Jean-Louis Bernard Consultant, avis contentieux que nous avons vu tout à l'heure, c'est une fois admise dans son principe, cette candidature ne doit pas fausser les conditions de la concurrence. En particulier, nous dit le Conseil d'État, il y a un certain nombre d'exigences en matière de coûts, de prix, qui sont ici reprises, et là nous sommes dans la confirmation de la jurisprudence traditionnelle en la matière. Et le Conseil d'État de rappeler judicieusement que cela ne s'applique pas si on exonère les cas de règles de concurrence et de publicité. Il y a des cas où on peut s'en exonérer. C'est ce que nous avons vu précédemment. Mais, et c'est là où l'arrêt est un plus novateur, est-ce que cet intérêt public local peut juste résulter du fait que l'attribution du contrat permettrait d'amortir des équipements dont dispose le soumissionnaire, en l'occurrence le département de Charente-Maritime? Oui et non. Et ça, c'est nouveau. Le soumissionnaire peut toujours dire « Ah bah, vous savez, moi, en travaillant un peu plus, j'amortirais mieux mes équipements. » Le Conseil d'État peut accepter cet argument, mais il nous dit la chose suivante. C'est très précisément à lire. Cet amortissement pour le soumissionnaire, pour le département de la Charente-Maritime en l'espèce, ne doit pas s'entendre dans un sens purement comptable. Faut-il qu'il y ait un vrai intérêt, sous-entendu pas uniquement comptable, pas un amortissement purement comptable, mais qu'il y ait un intérêt à l'augmentation du taux d'utilisation de l'équipement de la collectivité. C'est pas ça va m'aider à payer, c'est il y a un intérêt technique, matériel, ce n'est pas comptable, c'est gestionnaire, à mieux utiliser mon équipement. L'amortissement comptable n'est pas dissocié de cette problématique, mais ça se rejoint. Ce qui est vu, exigé par le Conseil d'État est donc quelque chose de plus large. C'est l'intérêt qui s'attache à l'augmentation du taux d'utilisation de l'équipement et pas juste sa traduction comptable est plus limitée, qui est l'amortissement. Et le Conseil d'État précise, dès lors que ces derniers ne sont pas surdimensionnés par rapport à ses propres besoins. C'est-à-dire, moi, collectivité publique, j'ai un amortissement normal, j'ai des équipements normaux, regardez, j'ai intérêt à répondre parce que ça va me permettre une meilleure gestion de mes équipements qui n'ont pas été surdimensionnés, c'est pas purement financier, c'est gestionnairement plus intelligent. Et il ne s'agit pas de combiner, de compenser ce qui aura été un surinvestissement ou un suréquipement. Non, c'est juste plus logique en termes de plan de charge et donc d'optimisation de la gestion de mes équipes, de mes matériels, le financier n'en étant que la résultante.
Et donc, le Conseil d'État dit, par exemple, par suite, en se bornant à prendre en compte la durée d'amortissement, eh bien, la Cour administrative d'appel s'est trompée. Ça ne veut pas dire que le marché est annulé. Ça veut dire, non, la Cour administrative d'appel ne pouvait pas prendre en compte uniquement, pour dire qu'il y avait un intérêt public local, prendre en compte uniquement des questions de durée d'amortissement. La gestion est plus large. Et donc, on reprend là la jurisprudence SNC d'Armor qu'on a évoquée tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus fine et avec donc toute une série d'obligations à ce stade de vérification pour le juge pour voir ce qu'est au cas par cas l'intérêt public local, mais en devant rentrer dans ce qu'est la gestion de l'équipement et du service et non pas juste une question un peu bébête de durée d'amortissement qui ferait sinon trop vite fi de ce qu'aurait pu être un sur-équipement de la collectivité, cachant une mauvaise gestion ou cachant une volonté en réalité d'être agressif sur un marché public, sur les marchés par exemple. Donc voici cet arrêt du Conseil d'État du 14 juin qui certes ne clôt pas définitivement les jurisprudences en la matière, mais est une part importante pour savoir ce qu'est l'intérêt public local, qui était le dernier domaine où on pouvait encore avoir pas mal de flou pour savoir quand une collectivité publique peut ou ne peut pas répondre au marché de ses voisins. Ceci dit, le sujet est tellement passionnant et tellement controversé que je ne doute pas que dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, on aura le plaisir de refaire une vidéo ensemble à ce propos. D'ici là, merci et à bientôt donc pour d'autres articles de blog ou vidéos de notre cabinet. Au revoir.